Donc on va enchaîner sur la présentation suivante. On en a un petit peu parlé ce matin, c'est l'implication des filières et des centres de référence à travers les réseaux européens. Et effectivement, au niveau français, on a la chance d'avoir plusieurs cliniciens, chercheurs qui sont impliqués dans le réseau européen des maladies rares, dont Aude Servet, qui va nous faire un petit tour d'horizon de ce qu'il en est de ce réseau européen. Un grand merci à Aude pour son intervention aujourd'hui. Alors, on va essayer de faire une petite mise au point très rapide sur ce que font les réseaux européens, et donc en particulier celui qui nous concerne, qui est ERCnet, et puis comment chacun peut s'impliquer et avoir des projets de recherche avec ce réseau. Alors, le ERCnet, c'est donc un ensemble de centres qui ont été labellisés centres de référence à l'échelle européenne, beaucoup en France, en Italie, en Angleterre, en Allemagne. Avec en définitive donc 38 centres dans 12 pays, beaucoup de pédiatrie, 30 centres pédiatriques contre 24 adultes, et probablement qu'il faudrait que les centres adultes s'investissent davantage pour être mieux représentatifs de la population. Et en définitive, donc, on compte 43 000 patients probablement représentés par ces différents centres de référence. Alors comment ça fonctionne? Le coordinateur, c'est Franz Schäfer, donc à Heidelberg, avec plusieurs groupes thématiques qui regroupent donc les différentes pathologies rares qui nous intéressent, et puis d'autres groupes qui s'intéressent plus particulièrement à des projets, diagnostic moléculaire, anatomopathologie, transition, registre, éducation, et puis mise en œuvre de guidelines. Bien sûr, les patients sont représentés et sont partie prenante des discussions et des décisions. Et puis, des partenariats sont mis en place avec les sociétés savantes, que ce soit chez les adultes ou chez les enfants. Alors, il y a un site internet que je vous convie à aller regarder parce qu'il est très bien fait, très bien mis à jour. Et vous retrouvez donc sur ce site internet les différentes thématiques dont je vais vous parler maintenant, et puis un certain nombre de documents qui peuvent être utiles. Alors, quels sont les objectifs de ce ERCnet? Alors, d'abord, c'était harmoniser la prise en charge des patients pour que tous les patients en Europe puissent bénéficier d'un même type de prise en charge. Et un des premiers travaux qui a été fait au cours de la première année par ERCnet, par les différents groupes de travail, ça a été rechercher les guidelines qui sont publiés sur les pathologies concernées, et puis les adopter ou pas, en tout cas les discuter. Alors, pour travailler sur ce sujet, alors, il y a tout un processus qui a été adopté par un système qui s'appelle AGRI, qui était très contraignant et qui, en tout cas, nécessitait pour chaque guideline qui avait été identifié sur une pathologie, d'analyser comment avait été établie cette guideline, avec des critères donc, objectifs, et puis donc une notation. Et au décours de tout ce processus, donc un certain nombre de guidelines ont été revues, et puis en définitive 41 ont été acceptées, et donc considérées comme reconnues par ERCnet et par les membres de ERCnet pour la prise en charge de différentes pathologies. Alors par exemple, dans le groupe dont je m'occupe, on a travaillé sur la maladie de Fabry, et puis on a regardé les différentes pathologies, les différentes guidelines publiées. Sur le site de ERCnet, vous allez pouvoir retrouver toutes les guidelines qui ont été adoptées. Donc vous avez le texte, l'article, un petit résumé de ce que comportent ces guidelines, et puis un petit commentaire, parce que certaines on les a adoptées, mais on a quand même quelques réticences, ou on avait quelques remarques, et donc on les a notées là aussi sur le site internet. Et puis on s'est rendu compte bien sûr que dans ces pathologies rares, il manquait un grand nombre de guidelines, et certains sujets plus que d'autres, et donc on s'est mis d'accord pour cette année travailler sur différentes pathologies, le syndrome de Bartter, le syndrome néphrotique congénital, la cystinurie, les gammopathies monoclonales de signification rénale, les dysplasies rénales, et puis les aphérèses lipidiques chez les enfants par exemple. Et donc tout un processus de guidelines avec l'aide de ERCnet s'est mis en place pour ces pathologies, et puis dans le futur probablement d'autres. Alors ensuite, on travaille sur l'information et la diffusion de l'information. En France, pour le coup, on a beaucoup travaillé là-dessus, en particulier avec l'aide de l'AIRG et d'autres associations. ERCnet a déjà fait un état des lieux dans chaque pays, quelle était la documentation disponible sur les pathologies, à l'intention des patients d'une part, et puis sur le plan plus général d'autre part.
Et donc la France est bien représentée à ce sujet-là. Et chaque pays a donc mis à disposition les documents qui ont été établis. Et ils sont disponibles pour un certain nombre d'entre eux, là aussi via le site ERCnet, ou en tout cas un rappel à l'endroit où ils pourraient être disponibles pour les patients. Et à terme, l'idée étant d'identifier pour quelle pathologie il manque des informations, d'une part, et puis dans quelle pathologie il manque des informations en quelle langue, et de traduire ce qui existe et qu'on considère de bonne qualité dans les autres langues, et puis si ça n'existe pas, mettre en place une procédure pour écrire des documents à l'intention des patients sur différentes pathologies, et puis ensuite les traduire dans les différentes langues. Un autre sujet intéressant, c'est toute l'information, la diffusion de l'information en termes d'éducation, d'enseignement. ERCnet a mis en place quelques séminaires sur différents sujets. On avait mis en place à Heidelberg un séminaire sur les maladies métaboliques rénales et les tubulopathies. Il y a eu également sur la polykystose. Ces différents séminaires ont été mis en place avec le partenariat des sociétés savantes, en particulier de l'ERA et DTA. Et du coup, sur le site de ERCnet, vous pouvez retrouver les différentes présentations qui ont été données lors de ces séminaires. Et pour un certain nombre d'entre elles, vous pouvez même les télécharger pour pouvoir les visualiser. Et puis, ERCnet a mis en place des webinars qui sont tous les mardis à 16h, avec un grand nombre de sujets qui concernent donc les maladies rares. Et sur le site internet de ERCnet, vous allez retrouver tout le programme. Là, vous avez quelques exemples des prochaines semaines. Mais toutes les présentations passées sont également disponibles. Et donc, il y a deux options. Soit vous pouvez vous inscrire et participer gratuitement en direct à 16h le mardi, soit vous n'êtes pas disponible à cette heure-là, et ben vous pouvez télécharger la présentation. Et je pense que pour nos étudiants, pour tous les jeunes qui s'intéressent et qui n'ont pas la possibilité de voyager à travers le monde pour aller à des congrès, il y a vraiment des présentations par les experts européens sur différents sujets, avec la possibilité en direct de poser des questions, et puis sinon, en tout cas a posteriori, de revoir ces présentations. Et donc ERCnet est très content de voir qu'il y a beaucoup de gens qui assistent. Alors la France n'était pas très bien représentée, probablement parce qu'on n'est pas très au courant déjà. Donc n'hésitez pas à aller le voir et à diffuser l'information. Et puis les pays de l'Est et la Russie sont très très friands de ces informations-là, et ils sont très actifs. Et donc la parole européenne est diffusée à large échelle. Donc voilà par exemple les exemples des séminaires qui ont lieu au cours de l'année dernière. Alors, ERCnet est aussi très dynamique pour la dissémination de l'actualité dans les maladies rares via des newsletters auxquels vous pouvez vous abonner, même si vous n'êtes pas un membre de ERCnet, tout le monde peut accéder à ces newsletters. Et puis, elles sont postées sur le site en direct avec les publications qui sont jugées pertinentes sur le sujet. Avec également un spécialiste Twitter qui tweete tout ce que vous voulez sur ces sujets-là. Alors là, je suis bien incapable, moi, personnellement, de vous en parler, mais vous avez toute cette information sur le site de ERCnet. Alors, un sujet qui tient à cœur Franz Schaeffer, pour lequel, pour le coup, on va aller très très vite, parce que moi, je suis très dubitative, mais c'est personnel. Ce sont des consultations virtuelles. Il y a tout un projet qui est très très financé par l'Europe, et donc l'Europe souhaite que nous fassions des consultations virtuelles avec tout un système qui a été mis en place pour qu'un clinicien dans un pays d'Europe aille télécharger une observation avec un certain nombre de documents. Un système qui marche très bien probablement pour télécharger un scanner d'une tumeur rénale, mais peut-être moins pour un cas complexe d'une maladie rare. Et avec l'idée qu'après, un expert européen ou un ensemble d'experts européens vont aller donner leur opinion sur ce sujet. Alors en pratique, je ne sais pas très bien comment ça peut se faire, comment on peut avoir le temps de s'occuper de ça. Mais en tout cas, il y a toute une énergie de l'Europe et un financement de l'Europe sur ce sujet. Et le dernier sujet qui est probablement très important est celui du registre.
Là encore, l'idée est de faire un registre à l'échelle européenne de nos maladies rares. Ça a certainement une grande force épidémiologique et puis certainement une force aussi pour être au courant et inclure des patients dans des protocoles européens dans le futur. L'idée est d'avoir un registre ERCnet qui est un peu un minimum dataset avec quelques données minimales pour chaque pathologie, chaque patient qu'on suit. Et puis, pathologie par pathologie, quelques indicateurs plus spécifiques de la pathologie qui ont été établis. Et avec, du coup, à terme, la possibilité pour les patients qu'on aura inclus d'avoir des indicateurs de performance sur leur prise en charge et puis sur leur devenir à plus long terme. Alors, il y a bien sûr tout ça. Le registre a été mis en place. Je pense que là, peut-être que la filière Orchid peut nous aider à faire les différentes étapes légales pour la France, puisque en Allemagne, il y a très très peu de problèmes légaux. En France, probablement un tout petit peu plus. Mais c'est un registre purement observationnel, bien sûr. Et puis ensuite, il va falloir inclure les patients, ce qui, comme toujours dans un registre, est un travail colossal, surtout quand on a un certain nombre de patients. Il y a une toute petite aide d'ERCnet, mais elle est vraiment minimaliste. Et donc, probablement qu'il va falloir qu'on réfléchisse de manière française comment on peut participer à ce registre, parce que ce serait dommage quand même de louper le coche. Il y a une volonté aussi, mais là aussi, il y a tout un travail à faire que les différents registres puissent s'interconnecter. C'est un vœu pieux. Il y a toutes les étapes légales qui sont parfois plus compliquées encore que les étapes matérielles informatiques, parce que là, pour le coup, les informaticiens de ERCnet sont très, très pointus. Mais on a certains registres européens avec lesquels on aimerait bien pouvoir s'interconnecter pour ne pas rentrer, bien sûr, les choses plusieurs fois. Et peut-être, en France, travailler avec Bamara, puisque c'est en fait exactement le même concept que Bamara. Et donc, rentrer les choses deux fois, c'est une perte de temps, bien sûr, surtout pour des données qui sont très similaires. Ce registre, donc, voilà à quoi il ressemble. Par exemple, moi, j'ai un patient qui a une cystinose. On a décidé que dans la cystinose, il était pertinent de regarder le taux de bicarbonate et puis le taux de cystine intraleucocytaire. Donc ça, c'est peut-être un patient adulte de Necker qu'on n'arrive pas à suivre puisqu'il a 2,2 taux de cystine, ce qui est bien sûr très mauvais. Et après, du coup, je vais voir, moi, par rapport à tous les patients de mon centre et puis à tous les patients européens, où je me situe. Donc déjà, j'ai fait un dosage de cystine, c'est bien, mais en même temps, il n'est pas du tout bon, donc c'est mal. Bon, voilà, c'est un exemple. Après, il y a des indicateurs qui ont été choisis. Ils sont bien sûr discutables, comme tous les indicateurs. Mais voilà, c'est un système qui marche déjà, qui a déjà été mis en place pour d'autres registres par Franz Schaeffer et qui a prouvé en tout cas sa performance. Voilà, et puis il y a toute une petite équipe qui peut nous aider. Donc le jour où on met tout ça en place en France, il y a des jeunes de ERCnet qui vont venir dans les centres et qui vont nous aider, en tout cas pour mettre les choses en place. Voilà, la petite overview. Merci beaucoup, Aude. Oui, question, Stéphane. Moi, j'ai commencé à rentrer des patients il y a quelques mois. Par exemple, sur le registre acidose tubulaire, il y avait un consentement spécifique, ERCnet, qui est sur le site. C'est la question que posait Bertrand. C'est-à-dire, on ne peut pas rentrer des données sur le registre, par exemple, Barter ou autre. Il y a un consentement qui a été mis en place par ERCnet à Heidelberg. Alors, nous, ce qu'on ne sait pas encore, en fait, c'est s'il est valable en France. Mais si toi, tu as eu des informations comme quoi il était valable en France... J'ai eu des informations comme quoi il était valable. Je ne les ai pas prises. C'est-à-dire que j'ai rempli mes cas, ce qui prend du temps. Il faut savoir qu'il faut avoir une arc derrière, sinon on peut pas le faire. Alors, typiquement, sur les sous-registres comme l'acidose tubulaire, effectivement, ça part du minimum dataset et puis il y a des questions spécifiques. Et c'est là que ça a un intérêt, bien sûr. Je ne connais pas votre opinion, mais c'est vrai que ça, c'est un réel problème parce qu'on voit qu'il y a les bases de données en France qui sont en train d'être lancées. On nous demande de participer aux bases européennes. Je pense quand même le plus logique, ce serait qu'on remplisse nos bases de données en France et puis qu'après, au niveau européen, on puisse se mettre d'accord qu'au niveau réglementaire, que nos bases de données qui seront effectives via le système français puissent être effectivement utilisées par le réseau européen. Mais sinon, voilà, c'est ce que disait Aurélia et qu'on dit depuis 6 mois. Ça, c'est un problème vraiment fondamental parce que là, par exemple, un exemple, il y a un projet en cours sur les bartères et le métabolisme de la vitamine D.
Je veux dire, si on doit en plus reprendre nos données de tous les enfants avec Barter alors qu'on les envoie déjà à Rosa, c'est-à-dire qu'on ne sortira pas. Il faut vraiment travailler sur cette connexion entre Bambara et Ibamara, hein, ça c'est clair. Hein. C'est vrai que alors sur le plan informatique, c'est pas très compliqué. Tous ces registres, en fait, ils sont exportables sur un modèle type Excel ou autre, et donc réimportables quelque part si les données sont colligées de la même manière. Mais ça, c'est déjà la première étape. Nous, on est un peu en train de travailler là-dessus sur Radico, typiquement, puisque je me sens concernée. Et après, le problème, c'est légal. Est-ce qu'en France, si on a des patients ont signé un consentement pour rentrer leurs données en France, est-ce qu'après, on peut les exporter ailleurs? Probablement pas. Donc, il faut qu'ils re-signent. Et voilà, c'est juste ça. Mais Bambara, il ne signe pas. Et ça, en fait, on ne sait même pas s'il faut vraiment qu'ils signent en France. Parce qu'au final, c'est observationnel. À Heidelberg, ils ont considéré qu'au final, il n'y avait pas besoin d'un comité d'éthique, c'était du soin courant, c'était juste une base de données soin courant. Il me semble qu'on a eu une information de Radico lors du comité de pilotage des directeurs de filière où il est question que Radico bascule dans le cadre de la loi Jardin, voilà, sur les projets de recherche non interventionnelle, c'est le 3, et là c'est simplement une non-opposition. Dans ce cas-là, c'est pareil. Mais pour l'instant, il y a un consentement. Donc il y a un petit peu de flou, il faut qu'on travaille là-dessus. Effectivement, moins il y a de papiers à faire signer, moins ça va prendre du temps. Mais après... Vincent Guigonis. J'ai pas la réponse exacte, mais il y a quand même quelque chose qui, depuis mai 2018, nous impacte tous, c'est RGPD, qui est l'application française d'une dynamique européenne. C'est-à-dire que le RGPD, il est le même en France et en Allemagne. Donc c'est justement pour éviter ça. Après, je ne sais pas comment ça se décline en termes d'application locale dans les différents pays, mais le principe ça s'applique de la même façon aux patients allemands et aux patients français, par exemple. Et puis pour être un peu, je suis désolé, un peu pessimiste, mais à ma connaissance, ces problèmes de base, etc., supranational, on va dire, c'est un problème éminemment politique et je ne suis pas sûr que ça soit à notre portée et même je me demande si c'est pas au-delà de la politique, c'est-à-dire que moi je connais que 3 situations où le problème a été réglé et où il y a des big data qui sont supranationales, c'est Facebook, Amazon et Google. Clairement, hein, c'est ça. Si vous regardez toutes les données... il y a des registres européens qui fonctionnent quand même. Oui, non, mais il y a des registres européens qui fonctionnent, mais... Non, mais on parle d'éviter de mettre les choses en double. Et là, l'idée, c'est qu'il y a quand même un système européen qui a été mis en place pour un identifiant unique pour les patients. Et donc, il y a un système qui a l'air de fonctionner où si on rentre un patient dans une base de données européenne, après, bien sûr, c'est anonymisé, mais on va pouvoir savoir qu'il est déjà rentré dans une autre base européenne et qu'à la fin, il est un identifiant unique sur les bases européennes. Ça, c'est un système qui a l'air d'être plus ou moins mis en place. J'ai une autre question en complément. On voit quand même, moi je tenais à souligner le dynamisme quand même, c'est vrai, des équipes françaises, parce que quand tu montes tes diapositives, on voit quand même qu'il y a pas mal de leaders dans certains groupes de travail qui sont menés par des Français. On voit aussi au niveau des webinaires, les présentations. Si demain, un néphrologue qui n'est pas dans un centre rattaché directement, ou qui n'est pas coordonnateur, ou qui n'est pas dans une équipe d'un centre de référence, souhaite s'impliquer au niveau européen, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce que finalement c'est réservé quand même à une petite communauté? Parce que c'est vrai qu'initialement, il y a beaucoup les médecins qui sont investis, c'est ceux qui étaient dans les centres de référence, parce qu'effectivement, on a demandé aux centres de référence de faire le nécessaire pour être labellisés dans le réseau européen des maladies rares, mais pour un néphrologue qui ne fait pas forcément partie des centres de référence, pour l'enregistrement, etc. Au final, les projets de recherche, les projets d'enseignement, etc., sont très larges. Et bien sûr, tous ceux qui veulent s'impliquer sont les bienvenus. Nous, on travaille par exemple avec Rosertora à Barcelone, dont le centre n'est pas labellisé, mais qui a envie de s'impliquer avec nous. Elle est bien sûr la bienvenue. Il y a un autre appel d'offres qui a été... alors, je ne sais pas les dates, peut-être que Laurence, tu connais. Si on veut rentrer par la grande porte, et puis effectivement qu'un autre service, un autre centre participe, il y a des nouveaux appels d'offres. Il est prévu qu'il y ait un appel d'offres, je crois, cette année. C'est ce que disait France. C'est ça. Par contre, en revanche, le dossier, il est très, très pénible. C'est ça. Donc, voilà, donc il y a la possibilité de rentrer par la grande porte, faire un dossier monstrueux pour pouvoir prouver ce qu'on fait en fait au quotidien. Et puis après, il y a la possibilité de participer. Pour le registre, par exemple, Franz Schaeffer prend qui veut venir rentrer ses patients dans le registre, même s'il ne fait pas partie de ERCNET. Un petit commentaire rapide pour m'opposer au pessimisme de Vincent. J'étais aussi un peu sceptique.
Moi, je suis très admiratif, au contraire, de ce qui est fait au niveau de AirCanet. Franz Schaeffer, c'est une locomotive et un bulldozer. Et c'est extrêmement impressionnant tout ce qui a été fait dans ce laps de temps. Et pour avoir participé récemment à une réunion d'experts européens pour la cystinurie, à laquelle sont invités des experts qui ne font pas partie forcément de centres de référence, on voit que ça bouge, il y a du soutien derrière logistique. C'est extrêmement impressionnant et c'est vraiment l'avenir pour les registres des maladies rares. Et très certainement, l'industrie aussi pharmaceutique va s'appuyer sur ces réseaux pour développer des essais avec des molécules innovantes dans les années qui vont venir. Donc moi, j'encourage tout le monde à y participer quand on a le temps. Bon, on n'a pas le temps pour... allez, oui, une dernière question. Oui, une dernière question, Michel Laurent de l'AIRG. Est-ce que j'ai été très intéressé par cette approche européenne, ERCnet. J'ai retenu quelque chose d'important aussi, qui sont les webinaires, la formation. Est-ce que ces webinaires sont exclusivement destinés à des néphrologues ou des patients peuvent les suivre? Première question. Et toujours, si des patients peuvent les suivre, est-ce que c'est uniquement en anglais? Alors oui, c'est uniquement en anglais, ça c'est sûr. Je crois que n'importe qui peut les suivre. Bien sûr, ils s'adressent à des néphrologues, mais des patients bien informés peuvent les suivre. Ça dure 20 minutes, enfin, c'est quelque chose de très court. Pour les patients, ils sont impliqués dans les différents groupes de travail. Donc, ils sont partie prenante de ERCnet. Les patients français sont les bienvenus. Le problème, c'est, comme vous le dites, en fait, la langue. Et donc, dans certains groupes, les patients qui sont présents et dynamiques, ce sont des anglo-saxons parce que c'est ceux qui savent parler anglais. Et donc, on attend que des patients français qui parlent un minimum d'anglais s'investissent parce qu'il y a des tas de projets intéressants. Mais malheureusement, c'est un des problèmes